Alors, le chapitre que nous allons étudier aujourd'hui porte sur la Première Guerre mondiale. Alors, mon exposé va comprendre trois parties. Une première qui va essayer de comprendre quels sont les éléments, les causes qui ont amené ce premier conflit mondial. Ensuite, on étudiera ensemble les différentes phases du conflit. Et enfin, dans un troisième temps, logiquement, on fera le bilan de cette Première Guerre mondiale. Alors je commence tout d'abord par les causes, tout à fait logiquement. Alors ces causes, elles sont de plusieurs ordres. Il y a des causes économiques, que je cite en premier lieu parce que ce sont des causes profondes. Il y a dans un deuxième temps des causes politiques. Et enfin, dans un troisième temps, il y a des causes que j'appellerais des causes psychologiques. Alors, je commence tout d'abord par les causes économiques, qui sont donc les causes les plus profondes. Alors, en effet, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, les deux superpuissances de l'époque, sur le continent européen, s'opposent. C'est d'une part l'Allemagne et d'autre part la Grande-Bretagne. L'Allemagne se trouve à cette époque-là dans une phase d'expansion constante sur le plan industriel. C'est vraiment une très grande puissance sur le plan industriel. Mais son expansion industrielle est plus rapide que sa capacité à écouler ses produits, à la fois sur son marché intérieur et sur le marché extérieur. Donc il lui faut des débouchés. Premier problème. À l'époque, on l'a vu récemment, l'Allemagne a peu de colonies, alors que l'Angleterre et la France en ont beaucoup plus. D'autre part, ne se pose pas seulement le problème des débouchés pour l'Allemagne, il y a également le problème des matières premières. Et l'Allemagne a besoin de matières premières bon marché. Et ces matières premières bon marché, on les trouve justement dans les colonies. Donc c'est le deuxième élément qui fait plutôt que l'Allemagne se trouve presque au bord de l'asphyxie, asphyxie qui est liée à son expansion industrielle rapide. Alors en face d'elle, il y a la Grande-Bretagne, qui est la grande puissance du XIXe siècle. L'Angleterre, elle, est le premier pays à avoir connu la révolution industrielle depuis le dernier quart du XVIIIe siècle. C'est donc la plus vieille des grandes puissances industrielles. C'est la première avant la Belgique, qui venait en numéro 2. La Belgique était la deuxième puissance industrielle dans le monde, avant la France et l'Allemagne, justement, qui avaient pris un petit peu de retard, qui sera rapidement rattrapé. La Grande-Bretagne a de nombreuses colonies, ce qui veut dire qu'elle a un double avantage. D'une part, elle a de nombreuses matières premières bon marché et en plus de ça, diversifiées. Nous avons vu récemment que la Grande-Bretagne possède la plus grande partie de l'Est de l'Afrique, quelques territoires, mais des territoires riches en Afrique occidentale, et d'autre part, elle a également une hégémonie dans le nord de l'Amérique, enfin des territoires importants dans le nord d'Amérique, le Canada, qui tout en étant souverain depuis 1864, reste quand même dans la sphère d'influence économique et politique du Royaume-Uni. Dans le monde, ailleurs, la Grande-Bretagne possède le fameux Empire des Indes, l'Empire des Indes qui à l'époque couvre non seulement l'Union indienne actuelle, plus le Pakistan, plus le Bangladesh, plus la Birmanie, plus Sri Lanka. L'Empire des Indes, c'était quelque chose de gigantesque. En Asie, elle possédait également, par exemple, la Malaisie, la place financière et commerciale de Hong Kong,
pour ne citer que des territoires importants. L'Angleterre, également, domine l'Australie et la Nouvelle-Zélande, même si ces territoires ont un statut récent de dominion. Voilà, donc vous voyez, rivalité entre un pays qui est en pleine expansion et qui cherche des débouchés et des matières premières bon marché, et d'autre part, un pays qui, lui, a connu plutôt son expansion industrielle, mais qui possède des matières premières bon marché, nombreuses, diversifiées, et qui en plus possède également une main-d'œuvre, je ne dirais pas gratuite, mais en tout cas bon marché. Parce que ce qui est produit dans les colonies, l'est évidemment à un tarif beaucoup plus bas qu'en Angleterre. Voilà. Sans compter que les colonies lui donnent également des débouchés. Parce que je dirais que les colonies sont 2 fois perdantes, je dirais, par rapport dans le processus du marché. C'est que non seulement on le rachète à vil prix les matières premières, elles sont transformées en Angleterre et puis elles repartent pour être vendues, entre autres, dans les colonies. Donc vous voyez, avec une différence, une plus-value qui est assez importante. Ça, ce sont donc les causes économiques. À côté de ces causes économiques, il y a également des causes politiques à la Première Guerre mondiale. Cause politique, c'est tout d'abord la rivalité qui remonte maintenant à 44 ans entre l'Allemagne et la France. En 1871, après la défaite de Sedan, après la guerre franco-prussienne, les Français ont perdu 2 territoires du Nord-Est, l'Alsace et la Lorraine. Ces territoires ont été annexés à l'Empire allemand qui vient de naître au début de l'année 1871 et comble, je dirais, de la honte pour les Français, c'est que l'Empire allemand est proclamé dans la Galerie des Glaces de Versailles. Vous imaginez, les Français qui sont très chauvins, très nationalistes, qui étaient une grande puissance, eh bien, ils perdent donc, je dirais, la face, puisque l'Empire allemand est fondé, je dirais, proclamé à Versailles, près de Paris. Les Français veulent prendre leur revanche. Ils veulent récupérer des territoires qui leur appartenaient pratiquement depuis Louis XIV. Pour l'Alsace, plus grande partie, puisque Strasbourg avait été annexé par Louis XIV, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. Quant à la Lorraine, elle était annexée à l'époque de Louis XV, qui avait hérité de son beau-père, puisque l'ex-roi de Pologne, qui s'appelait Stanislas Leczinski, avait perdu son royaume de Pologne, et on lui avait donné en échange, je dirais, de sa perte pour le consoler, le duché de Lorraine, et à sa mort, eh bien, le duché revient au roi de France, parce que Louis XV était marié à une Polonaise, Marie Leczinska. Voilà. Donc, vous voyez, c'était des territoires auxquels les Français étaient très attachés, et ça faisait partie de leur territoire. Donc, sur le plan politique, premier terrain d'affrontement. Deuxième terrain d'affrontement sur le plan politique, ce sont les Balkans. Les Balkans, parce que l'Autriche-Hongrie, c'est un vaste État qui a été constitué sous la forme d'une fédération en 1867. Parce que, à la suite de tensions entre les Hongrois et les populations germaniques de l'Empire d'Autriche, la voie fédérative ou fédérale avait semblé la meilleure solution. Et donc l'empereur d'Autriche étant en même temps roi de Hongrie, il y a 2 capitales dans cet empire austro-hongrois, il y a Vienne et il y a Budapest. Il y a quelques ministères qui sont communs, par exemple les affaires étrangères ou la défense, mais pour le reste, les autres ministères sont séparés. C'est peut-être d'ailleurs une voie sur laquelle la Belgique devrait réfléchir pour les prochaines années. Donc il y avait 2 capitales, il y avait 2 gouvernements, mais
l'empereur d'Autriche était à la fois donc roi de Hongrie, et par conséquent, ces deux territoires qui se jouxtaient formaient une grande entité. Et peu de temps avant la Première Guerre mondiale, en 1908, l'Autriche et la Hongrie avaient annexé un territoire slave qui se trouvait en bordure de la Méditerranée, c'est la Bosnie, la Bosnie-Herzégovine, qui a pour capitale Sarajevo. Et les Autrichiens, les Austro-Hongrois, se trouvent en butte à la volonté annexionniste, expansionniste d'un petit royaume slave qui s'était libéré dans la deuxième moitié du XIXe siècle de l'Empire ottoman, qui était la Serbie, capitale Belgrade. Et l'Autriche n'attend qu'une occasion pour ne faire qu'une bouchée de ce petit royaume slave, la Serbie, qui cherche à rassembler tous les peuples slaves du sud de l'Europe. Ce qui donnera lieu, d'ailleurs, après la défaite de l'Autriche-Hongrie, à la création d'un grand État qui s'appellera la Yougoslavie, sur base non seulement du royaume de Serbie, mais aussi de tous les territoires qui vont être annexés par la Serbie sur ce qui reste de l'ex-empire austro-hongrois, c'est-à-dire la Slovénie et la Croatie en particulier. Enfin, troisième cause, les causes psychologiques. Alors, il ne faut pas croire que tout le monde voulait partir en guerre en 1914. Les gens ne souhaitent pas naturellement la guerre. Ce n'est pas une propension naturelle qu'a l'être humain de vouloir prendre des forces. Toutefois, l'opinion publique, au début du XIXe siècle, était très patriote, très nationaliste dans, je dirais, tous les pays d'Europe. Et il suffira de peu de choses, d'une étincelle, pour que l'opinion publique suive comme un seul homme les décisions de leurs gouvernements respectifs. Et pour qu'une union sacrée soit formée dans les différents pays autour du gouvernement rassemblant les forces de gauche et de droite. Donc, aussi bien les gouvernements, les conservateurs des pays, que les socialistes qui étaient pacifistes a priori. Voilà donc les principaux éléments qui expliquent la conjoncture dans laquelle on se trouve en 1914. Donc, des forces profondes qui sont des causes économiques, c'est la rivalité latente entre le Royaume-Uni et l'Allemagne. Ensuite, la conjoncture politique qui fait que, d'une part, vous avez cette tension entre l'Allemagne et la France à propos d'Alsace-Lorraine, où il y avait de riches bassins miniers, à la fois pour le charbon et pour le fer, pour la sidérurgie. Et enfin, tension dans les Balkans entre, d'une part, la Serbie, soutenue par son grand frère orthodoxe, la Russie des Tsars, slaves et orthodoxes comme eux. Et la Russie regarde constamment du côté des Balkans parce qu'elle soutiendra naturellement son petit frère, la Serbie, si celui-ci est attaqué par l'Autriche-Hongrie. Et enfin, je dirais, les conditions psychologiques qui font que, même si les gens n'étaient pas des va-t-en-guerre, en 1914, au mois d'août, eh bien, tout le monde partira, en France en particulier, la fleur au fusil, comme on dit, c'est-à-dire en chantant pour aller rejoindre la frontière et aller battre le Prussien. Comme on va le voir, ça ne va pas se passer comme on pouvait l'imaginer aussi facilement. Alors maintenant, il y a l'événement qui va mettre le feu aux poudres, c'est le fameux assassinat du 28 juin 1914 qui va tuer le prince héritier de l'Empire austro-hongrois, le neveu de l'empereur François-Joseph, donc François Ferdinand, à Sarajevo. Et Sarajevo, c'est une région où il y a beaucoup de tensions, pas seulement, pensez à ce qui s'est passé il y a 10-15 ans, mais à l'époque, c'est une région de grande tension.
Pourquoi? Parce que c'est dans cette région-là qu'il y a, je dirais, cette tension entre l'Autriche-Hongrie et les Slaves du Sud. N'oublie pas qu'il y a aussi les musulmans dans cette région-là, donc c'est une région un petit peu, une région vraiment chaude, hein, où vraiment c'est là que ça devait péter, hein, ça devait péter à un moment donné à cet endroit-là. Le prince héritier est assassiné par un activiste, comment dirais-je, bosniaque, qui s'appelle Gabriel Princip, et très rapidement, dans le courant du mois de juillet, toutes les chancelleries, c'est-à-dire la diplomatie d'Europe, vont être en ébullition. En effet, l'Autriche, je vous ai dit, n'attendait qu'un prétexte pour en finir une fois pour toutes avec la Serbie. Et l'Autriche va lancer un ultimatum à la Serbie, un ultimatum qui est tellement humiliant que la Serbie ne pouvait que le refuser, et l'Autriche-Hongrie s'était mis d'accord secrètement avec l'Allemagne que si la Serbie ne répondait pas positivement à la demande autrichienne, eh bien l'Autriche attaquait la Serbie. L'Autriche va attaquer la Serbie. Du coup, la Russie mobilise contre l'Autriche et contre l'Allemagne, qui est l'allié de l'Autriche. Comme la Russie se trouve en première ligne face aux Austro-Hongrois puis aux Allemands, les Français qui ont signé, donc le président Poincaré à ce moment-là qui a signé un accord et qui au mois de juillet 1914 a été à Saint-Pétersbourg pour rencontrer le tsar, Nicolas II, eh bien les Français réagissent. Ils ont une alliance avec la Russie. Donc ils vont eux-mêmes mobiliser contre l'Allemagne. Donc l'Allemagne, quelque part, elle n'attend que ça. Hein, c'est d'avoir un prétexte pour pouvoir attaquer la France. Et pour pouvoir attaquer la France, le haut état-major allemand avait mis au point un plan qu'on appelle le plan Schlieffen, qui prévoyait l'invasion de la France en passant à travers la Belgique, qui était un pays neutre. Fin juillet, il apparaît que la guerre devient inévitable. Les Allemands, le 4 août, envahissent la Belgique. Ils l'envahissent, là aussi, le gouvernement belge a reçu un ultimatum qui était inacceptable. Hein. Dans l'ultimatum allemand, il est indiqué « si vous nous laissez passer pour attaquer la France, vous ne serez pas ennuyés ». Évidemment, le gouvernement belge, qui devait préserver sa neutralité, ne pouvait pas accepter que des troupes comme ça, allemandes, traversent son territoire. C'était tout à fait inacceptable. Or, depuis 1839, la neutralité de la Belgique est garantie par les grandes puissances. Et en particulier par un pays, je vous l'ai déjà expliqué dans une leçon antérieure, par un pays qui veille constamment à l'équilibre continental, c'est l'Angleterre. Et l'Angleterre, elle, va rentrer en guerre pour protéger la neutralité belge. Parce que l'occupation de la Belgique par une puissance, quelle qu'elle soit, déstabilise, non seulement elle viole un principe de droit international, qui était, comment dirais-je, garanti par les traités signés peu de temps après l'indépendance de la Belgique, mais en plus de ça, avoir l'Allemagne qui occupe le port d'Anvers. Anvers se trouve pratiquement à la même latitude que Londres, c'est le grand port européen, vous voyez. Londres, c'est un autre grand port européen, et donc c'est avoir la grande puissance concurrente, rivale de la Grande-Bretagne qui se trouve sur la Manche. Donc c'est pas acceptable non plus. Donc il y a deux éléments qui vont faire intervenir les Anglais. Donc vous voyez comment les choses se passent. On a d'un côté, du côté des empires centraux, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, ils sont ensemble. L'Empire ottoman va rentrer peu de temps après en guerre également. Pourquoi? Parce que les Allemands avaient des intérêts financiers très importants dans l'Empire ottoman. Ils avaient construit le chemin de fer du Proche-Orient. Il y avait beaucoup d'intérêts financiers, bancaires là-bas, industriels.
Et l'Empire ottoman, je dirais, va suivre presque automatiquement, parce qu'ils ont leur, comment dirais-je, leurs intérêts économiques qui sont très liés à cette puissance. L'Empire ottoman donc se trouve aux côtés de l'Allemagne et de l'Autriche. En face de cela, vous avez les Alliés. Du côté des Alliés, il y a donc d'abord la Russie, qui est la première à rentrer, à mobiliser, ensuite la France, et en troisième lieu, les Anglais. La Belgique rentre dans les hostilités, elle ne voulait vraiment pas la guerre, alors que tous les autres, quelque part, sont co-responsables de la guerre. Les Anglais, les Allemands, les Français, les Russes et les Austro-Hongrois, ils ont leur part de responsabilité. Les vainqueurs vont vouloir tout faire reposer sur les vaincus à la conférence de la paix entre le mois de janvier, février et juillet 1919, alors qu'en fait, ils sont tous co-responsables. Mais vous connaissez hein, ce mot qu'avait lancé Brennus hein, au moment de l'invasion de Rome par les Gaulois, donc c'est en 394 avant notre ère, malheur aux vaincus. Hein. Les Romains avaient dû payer une certaine rançon aux Gaulois pour qu'ils quittent le Latium, et à un moment donné, ils avaient versé ce qui était prévu, et puis alors le chef gaulois, qui s'appelle Denis, a dit, vous savez, c'est moi le maître ici, il a mis dans la balance son épée, ce qui a refait pencher évidemment hein, en défaveur des Romains la balance, et ils ont dû continuer à verser je crois que c'était de l'or à l'époque, pour satisfaire l'envahisseur gaulois. Alors je reviens maintenant en 1914. Les Allemands traversent la Belgique. Très rapidement, ils occupent la Belgique, sauf comme dans Astérix, ce petit coin du nord-ouest de la Belgique, hein, qui grâce à l'inondation des soldats belges va empêcher la progression donc, des Allemands donc, au niveau de l'Isère, hein, dans ce tout petit coin. Donc, quand on lit Astérix, on a vraiment l'impression de lire un petit peu la situation de la Belgique en 1914-18. Et les Allemands vont occuper tout le nord de la France. Ils vont arriver jusqu'à près de 25 km de Paris. Vous imaginez, ça rappelle aux Français la situation de 1870. Hein, au mois, vous vous souvenez, hein, au mois 12 septembre 1870, excusez-moi. Les Anglais ont débarqué, et les Français et les Anglais vont se ressaisir assez rapidement. Toutefois, il y a un général allemand, von Kluck, qui va progresser dans le nord-est de la France, hein, à partir de la Lorraine et de l'Alsace, et à partir de ce moment-là, les choses commencent à être un peu plus dangereuses, mais il s'est avancé tellement loin qu'il va pouvoir être poussé. Je dirais que pendant les premiers mois de la guerre, encore en 1914, on se situe dans ce qu'on appelle une guerre de mouvement. C'est-à-dire il y a des offensives et des contre-offensives. Autrement dit, le terrain est mouvant. On avance et on recule. Et à partir du début de l'année 1915, on passe dans une deuxième phase de la guerre 14-18. C'est la guerre de position qui va durer 3 ans. C'est une guerre de tranchées. Donc pendant 1915, 1916 et 1917. C'est une guerre de tranchées, une guerre de position. Autrement dit, on ne bouge presque plus. Pourquoi ? Parce que comme en physique, on est arrivé à un équilibre entre les deux forces. Et comme on arrive à un équilibre, donc il n'y a plus moyen de, comme je disais en physique, de faire transférer l'eau d'un côté ou de l'autre, on est arrivé à un équilibre dans ces vases communicants, et les soldats vont devoir s'enterrer dans des tranchées. Donc ils ne vont plus bouger pendant 3 ans. Alors cette guerre des tranchées a été extrêmement pénible. Pourquoi ? Pour les raisons d'hygiène, des raisons d'hygiène évidentes, des raisons également de santé. Hein, ils sont dans la boue. Je ne vous dis pas les microbes, les virus. D'ailleurs, ces soldats français, on va les appeler les poilus, puisqu'ils ne se rasaient plus. Ils étaient un peu comme tous des vagabonds, si vous voulez, dans les tranchées. Hein. Il y a également, quand même, je dis, on n'avance pas, mais il y a quand même des offensives et des contre-offensives fréquentes. Donc on sort des tranchées pour aller attaquer
l'ennemi qui se trouve à quelques centaines de mètres, souvent, qui est également établi des tranchées, et on doit essayer de franchir les lignes, d'essayer de passer de l'autre côté, de franchir les lignes ennemies, mais ça ne se fait pas sans mal, et je dirais que les soldats souffrent terriblement, parce qu'en face, vous avez des mitrailleuses, en face, vous avez des canons à tir rapide, vous avez les gaz également, qu'on inaugure pendant cette Première Guerre mondiale, ces gaz qui vous prennent aux poumons, qui vous ravagent véritablement vos poumons. C'est comme ça qu'il y aura tellement d'handicapés après la Première Guerre mondiale qui vont devoir porter des appareils parce qu'ils ne parviennent plus à respirer. Et puis alors quand ils partent à l'attaque, on a beaucoup qui reviennent mutilés, qui sont ceux qu'on appelle les gueules cassées. Hein, donc ils se retrouvent avec des visages complètement mutilés, ils se retrouvent avec un humain, un bras en moins, un pied ou une jambe en moins, et on doit les opérer de toute hâte dans les hôpitaux de campagne qui sont installés, vous imaginez, hein, les hôpitaux de campagne, c'est pas le luxe. Hein, ça se trouve pas trop loin du front, parce qu'il faut quand même évacuer les blessés, il ne faut pas les transporter évidemment jusqu'à 30 km. Donc il y a des médecins et des infirmières qui risquent leur vie, bien entendu, à cet endroit-là, et qui se retrouvent après une offensive, hein, submergés par tous ces blessés qui arrivent en très grand nombre. Vous imaginez, il y a des gens qui arrivent, des centaines de gens qui arrivent en hurlant, parce que bon, ils sont, vous imaginez, hein, un spectacle épouvantable, hein, carrément des mains qui pendent, des tas de machins comme ça. Il faut très rapidement les amputer, les soigner. Je ne vous dis pas la circulation des virus, des microbes, etc. Hein, sous ces tentes. Hein. Vous savez déjà que maintenant, 10% des gens qui décèdent dans les hôpitaux, hein, meurent non pas de la maladie ou de l'opération pour laquelle ils ont été soignés, mais ce qu'on appelle les maladies nosocomiales. Parce que dans un hôpital, il y a plein de virus, de microbes divers. Alors vous imaginez, quand on arrive avec des centaines de gens qui sont en train de saigner, qui opèrent comme ça, des tas de gens, c'est véritable, c'est une sorte de boucherie, si vous voulez, hein, des centaines de gens qui arrivent sous ces tentes, et les médecins et ces chirurgiens qui doivent couper à la hâte. Bon, on connaît l'anesthésie à cette époque-là, ce qu'on ne connaissait pas à l'époque de Napoléon. À l'époque de Napoléon, on devait faire boire du whisky ou de l'alcool, hein, pour complètement anesthésier les gens, mais pour la Première Guerre mondiale, on connaît quand même l'anesthésie. Hein, mais enfin, l'anesthésie, attention, hein, bon, il faut que ça prenne, c'est pas évident du tout. Hein. Puis il faut suivre, comment dirais-je, il faut que le cœur tienne, hein, quand on vous coupe une jambe. Hein, je crois que c'est pas évident, il faut que le cœur tienne, d'une part, et puis une fois qu'on vous a coupé votre jambe, et qu'on a recousu bon, ce qui reste, le moignon, il faut encore que vous surviviez à l'infection, parce que la plupart des gens, ils ne meurent pas, je dirais, de l'amputation, ils meurent des suites de l'amputation, c'est-à-dire des infections, la gangrène, etc., qui se propagent très rapidement dans l'organisme. Voilà. Donc, en 1915, 16, 17, on est devant ce spectacle tout à fait désolant, et les gens deviennent fous aussi. Les gens deviennent fous. C'est à ce moment-là que des psychiatres vont étudier ce qu'on appelle les névroses de guerre. Vous avez peut-être déjà vu pour la guerre du Vietnam, des tas de films comme ça, vous voyez des soldats américains qui deviennent complètement fous, qui sont dans la jungle, ils deviennent fous parce qu'ils ont l'impression que les Viettes sont partout, ils entendent des bombardements, les gens deviennent complètement cinglés. Hein. Et donc vous imaginez ces gens qui sont dans les tranchées et qui jour et nuit entendent des obus qui passent au-dessus d'eux, donc un bruit effrayant, constamment, enfin il y a quand même des pauses, hein. Et donc ces gens, vraiment, ils n'en peuvent plus, quoi. Donc il y a des vraies névroses qui se déclarent par des psychoses à ce moment-là, des gens qui ont rêvé 20 ans ou 30 ans après la guerre, encore qui ont des cauchemars, qui se sont réveillés en pleine nuit, hein, de ce qu'ils avaient vécu. Hein. Et puis ils sont tout le temps, ils craignent constamment que ça leur tombe sur la tête, quoi. Donc c'était des maladies pleines, des malades mentaux, si vous voulez. Donc c'était un terrain intéressant, je dirais, pour les médecins et pour les psychiatres que de se trouver sur ces terrains d'opération. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que les plus grands progrès de la médecine et de la chirurgie se produisent pendant les guerres. Hein. Parce qu'on peut faire des masses d'observations, on peut voir comment les gens réagissent, etc. Donc c'est triste à dire, mais les guerres sont source de progrès, hein, je dirais, dans le domaine de la médecine. Alors, voilà pour l'essentiel la condition des gens. Alors, ils ont de temps en temps, je dirais, des permissions qui leur permettent de retourner dans leur famille, mais c'est après plusieurs semaines,
puis ils ont quelques jours de permission, et puis ils reviennent. N'oubliez pas que la France n'est pas entièrement envahie, c'est seulement le nord de la France qui est envahi. Tout le reste de la France, donc il y a constamment des convois de soldats qui arrivent vers le front pour renouveler, je dirais, le sang, pour avoir du sang frais, c'est triste à dire, mais on en est à ce stade-là. Alors, en 1915 et en 1916, il y a d'autres pays qui vont rentrer en guerre. L'Italie rentre en guerre en 1915. Elle s'était tâtée pendant plusieurs mois. Pourquoi? Parce qu'elle faisait partie auparavant d'une alliance qu'on appelait la Triplice, qui liait l'Italie donc à l'Allemagne et à l'Autriche-Hongrie. La Bulgarie va rentrer également en guerre en 1915. Elle va se ranger de l'autre côté. N'oubliez pas que si vous voyez, regardez un petit peu, si vous regardez sur une carte, vous allez voir que la Bulgarie se trouve un petit peu dans un étau entre l'Autriche-Hongrie et l'Empire ottoman. Donc un petit peu logiquement, elle s'est rangée du côté des empires centraux. Alors le roi de Bulgarie était tsar, il était simplement roi, mais enfin il portait le même titre que l'empereur de Russie. En 1916, la Roumanie va rentrer en guerre, mais elle va être de l'autre côté. Parce qu'elle a peur, évidemment, d'une part de la Bulgarie, mais elle souhaite également prendre un certain nombre de territoires où l'on parle roumain dans l'Empire austro-hongrois. C'est la Transylvanie, qu'elle va annexer d'ailleurs après la Première Guerre mondiale. Et heureusement, je dirais pour les Roumains, ils ont quand même dans leur dos les Russes, qui sont d'un côté. Les Roumains parlent une langue latine, mais sont orthodoxes. Oui, les liens entre les peuples ne sont pas toujours ceux qu'on croit. Alors, je poursuis. L'année clé, enfin, nous allons passer. Il y a quand même une année importante, avant de parler de l'année tournante qui est 1917. 1916. Alors, l'année 1916, c'est sans doute une des années les plus difficiles. Pourquoi? En tout cas, sur le terrain, sur le front occidental, entre la France et l'Allemagne, c'est l'année où se produit la bataille de Verdun. Où le général Pétain va se distinguer, faire devenir héros, il deviendra maréchal à la Première Guerre mondiale, et puis il aura le destin que l'on connaît à la fin de ses jours, je dirais, il avait 80 ans, près de 80 ans quand il est devenu président chef de l'État français en 1940, puis bon, il a collaboré avec l'Allemagne pendant toute la guerre, pour finir finalement, après avoir été condamné par un tribunal en France, pour finir comme prisonnier. Il est mort très vieux, je crois qu'il a plus de 90 ans, vous savez, pour finir sur une île dans l'Atlantique. L'année clé, je vous ai dit, c'est 1917. C'est un véritable tournant. C'est à ce moment-là que tout va se décider, je dirais. Pourquoi? Parce qu'en 1917, au mois d'avril, les États-Unis entrent en guerre. Et ça, c'est essentiel. Pourquoi? Parce que les États-Unis, c'est une très grande puissance déjà à cette époque-là, sur le plan industriel, sur le plan économique et commercial. Les États-Unis, depuis 1823-24, appliquaient ce que l'on appelle la doctrine Monroe. Monroe, c'est un président des États-Unis qui pratiquait donc l'isolationnisme, c'est-à-dire que les Européens s'occupent de leurs affaires, ils ne viennent pas en Amérique, et nous, Américains, nous ne nous occupons pas des affaires européennes. La chasse gardée des États-Unis, c'est l'Amérique centrale et l'Amérique latine. Voilà. Je vous rappelle que les pays d'Amérique latine, hispanophones ou lusophones, sont devenus indépendants entre 1810 et 1820. Voilà. C'était la chasse gardée. Monroe, qui a d'ailleurs donné son nom à la capitale du Libéria, qui est le seul pays, Monrovia, qui est le seul pays d'Afrique, avec l'Éthiopie, qui, au lendemain de 1885, est indépendant. Tous les autres pays d'Afrique, outre le Libéria et l'Éthiopie, sont des colonies européennes. C'est là donc que les esclaves libérés partaient en général. Donc ils retournaient en Afrique. Alors, en 1917, je vous ai dit, année clé, les États-Unis rentrent en guerre. Pourquoi les États-Unis rentrent-ils en guerre? Pour plusieurs motifs. Premier motif, c'est que les banquiers américains ont beaucoup prêté aux belligérants français et britanniques. Vous savez que les Américains, c'est le business. Donc quand on ne prête pas à fond perdu,
Et donc on espère retrouver sa mise. Et donc comme ils avaient soutenu les Français et les Britanniques, bah, évidemment, hein, ils espéraient que ce soit ces pays-là qui l'emportent, ne fût-ce que pour retrouver l'argent qu'ils avaient investi, enfin prêté en tout cas aux puissances que je viens de citer. Deuxième élément, c'est que les Allemands rentrent dans une guerre sous-marine à outrance en 1917. Plusieurs navires marchands américains sont coulés. Or, les Américains défendaient la libre circulation sur les mers, le commerce de nouveau, gros problème de business. Et cette guerre sous-marine à outrance ne permet plus aux paysans du Middle West qui produisent les céréales de continuer à exporter leurs grains vers les pays belligérants, donc en particulier l'Angleterre et la France, hein, qui étaient en guerre. Et par conséquent, parce que ces sous-marins allemands ne permettent plus à ces navires marchands de circuler. Et donc, deuxième raison qui est d'ordre économique, également, qui pousse les Américains à rentrer en guerre. Et c'est ce qui explique que les États-Unis sortent de leur isolationnisme qui date de la première moitié du premier quart du XIXe siècle pour venir en Europe et se mettre du côté des Alliés. La même année, les Allemands connaissent des difficultés sur le plan social. Il y a des grèves, il y a des émeutes en Allemagne, qui vont bientôt conduire à la révolution spartakiste, en 1918, un an plus tard, c'est-à-dire à une révolution communiste en Allemagne, qui va échouer. En Autriche-Hongrie, il y a des problèmes également. Ce n'est pas seulement des problèmes sociaux, mais aussi des problèmes communautaires. Parce que comme l'Empire est en position de faiblesse, la guerre épuise les Austro-Hongrois. C'est le moment où toutes les minorités de l'Empire se réveillent et se disent « le moment est venu pour nous d'acquérir notre indépendance ». Et c'est ainsi que les Slaves du nord de l'Empire, en particulier les Polonais, les Ukrainiens, ou de l'est de l'Empire, les Tchèques, les Slovaques, qui sont dans le nord, mais aussi les Slaves du sud, les Slovènes, les Croates, bougent, sentent que le moment est propice à acquérir leur indépendance. Même chose pour ceux qui parlent roumain et qui se trouvent dans l'est de la Hongrie, c'est-à-dire les Transylvains. Voilà. Et bien, tous ces éléments-là, sans parler des Italiens de la région du Trentin, hein, qui également commencent à bouger à ce moment-là. N'oubliez pas que l'armée autrichienne, austro-hongroise, est faite de très nombreux peuples. Il y a dans l'armée autrichienne austro-hongroise, il y a des gens qui parlent allemand, il y a des gens qui parlent hongrois, il y a des gens qui parlent tchèque, il y a des gens qui parlent slovaque, polonais, ukrainien, italien, roumain. Vous imaginez hein, quel tour de Babel c'est cette armée austro-hongroise. En revanche, du côté des Alliés, il y a deux éléments négatifs. Premier élément négatif, c'est qu'il y a des mutineries dans l'armée. On a également du côté allemand, vous savez. Les mutineries, c'est quoi? Eh bien, c'est un phénomène dans lequel les soldats se révoltent contre leurs propres officiers. Et donc, il va y avoir des régiments entiers qui vont se révolter contre leurs généraux. Vous imaginez? Des soldats qui en ont assez de faire la guerre. Ils se disent, mais cette guerre, on l'a fait au profit de qui? Nous, ouvriers, nous, paysans, nous, petits employés, on l'a fait au profit de qui? Et ils ont le sentiment de le faire au profit des riches, des capitalistes. C'est une guerre économique entre grands capitalistes au départ, entre financiers, entre industriels, entre banquiers. Ils se disent, mais nous, on fait la guerre pour les autres. On est en train de vivre la boucherie. Deuxième élément défavorable aux Alliés, c'est que la Russie est en pleine révolution en 1917. Il y a la première révolution dite bourgeoise par les marxistes au mois de février, qui se passe réellement au mois de mars, parce qu'il y a un décalage entre le calendrier grégorien-julien, 13 jours, sauf erreur de ma part, et ensuite la révolution d'octobre 1917, qui se
passe en fait début novembre, aussi pour une question de différence de calendrier entre le calendrier russe et le calendrier donc catholique. Ça va? Alors, la Russie est en pleine révolution, ce qui veut dire que la mobilisation des troupes n'est pas tout à fait les mêmes. La Russie a connu de graves problèmes sociaux, il y a eu des grèves, il y a eu des émeutes, problèmes de ravitaillement dans les villes également, parce que les Allemands ont coupé les lignes de ravitaillement des villes russes, en tout cas pour les villes russes occidentales, et par conséquent, la Russie est un pays en voie de déliquescence, si vous voulez. Il est très difficile de mener en même temps une guerre civile et une guerre contre l'étranger. C'est presque pas possible. Et au lendemain de la révolution d'octobre, les bolcheviks, qui ont à leur tête Lénine et comme ministre de la Défense, donc commissaire du peuple à la Défense, Léon Trotsky, les bolcheviks cherchent à signer un traité de paix séparé avec l'Allemagne et l'Autriche. Parce qu'ils ne peuvent pas se battre sur deux fronts en même temps. Ils ne peuvent pas se battre contre des armées étrangères et se battre contre ce qu'eux appellent la contre-révolution en Russie. La contre-révolution en Russie, c'est qui à ce moment-là? Ce sont ceux que l'on appelle les Blancs. Ils se battent contre les Rouges. Les Rouges, ce sont les communistes, vous avez compris, mais les Blancs, ce sont tous ceux qui sont partisans de l'ancien régime et qui veulent retourner soit au régime tsariste, soit à la révolution de février, qui était cette fameuse révolution dite bourgeoise. Donc c'est trop lourd à porter. Donc la priorité pour les bolcheviks, c'est de se battre contre l'ennemi intérieur. Et c'est ainsi qu'au mois de mars 1918, une paix séparée est signée entre la Russie et l'Allemagne à Brest-Litovsk, qui est une ville, maintenant une ville frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Et dès lors, les Russes n'appartiennent plus, à partir de cette date, au camp allié. Ils vont perdre des territoires. En plus, plusieurs pays vont prendre leur indépendance à ce moment-là. La Finlande, les 3 pays baltes, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie deviennent indépendantes à ce moment-là. Ça va? Et donc, gros problème pour les Alliés, c'est qu'il y a donc un élément important de la configuration à ce moment-là qui est la leur, qui s'écroule. Mais l'afflux constant de soldats américains sous le sol européen, donc qui débarquent en France, va permettre en 1918 de faire la différence. En effet, en un an, un peu plus d'un an, il y a 1 million de soldats américains qui arrivent en France, vous imaginez? 1 million. Or, ces soldats, ils arrivent pratiquement en chantant, ils sont tout frais, ils n'ont pas encore fait la guerre, ils ne sont pas depuis 3 ans et demi dans les tranchées, ils n'ont pas le moral à zéro, ils sont entiers, si je puis dire. Vous voyez, à la différence des soldats français, anglais et surtout allemands. Et c'est cette arrivée de sang frais, excusez-moi l'expression, mais la guerre c'est une boucherie, il ne faut quand même pas l'oublier, qui va faire la différence en 1918. En effet, à partir du mois de mars, les Allemands se disent « Si nous ne prenons pas rapidement l'initiative dans cette guerre, nous la perdons. » À partir du mois de mars, je vous ai dit, la paix est signée avec les Russes. Ce qui veut dire que les Allemands, et les Austro-Hongrois également, mais là c'est sur le front italien, mais les Allemands vont pouvoir déplacer toutes leurs troupes du front oriental vers le front occidental. Ils peuvent rapatrier tous leurs soldats. Donc il y a des trains qui vont circuler du front oriental vers le front occidental sans arrêt. Donc vous imaginez des centaines de milliers de soldats
allemands qui traversent, je dirais presque toute l'Europe, hein, qui viennent donc de l'extrême bout de l'Europe, en Europe orientale, et qui arrivent donc sur le front occidental. Ils arrivent en grand nombre. À ce moment-là, l'état-major allemand décide de lancer une grande offensive. Ils vont avancer. Toutefois, cet effort ne sera pas couronné de succès. Ils vont lancer 4 offensives entre le mois de mars et le mois de juillet. Elles seront toutes repoussées. Alors, si l'on revient un petit peu en arrière, si l'on revient à 1914, quel était le rapport de force? Vous aviez du côté des Alliés 180 divisions. Du côté des empires centraux, il y en avait 120. Mais, on aurait pu dire que dès le départ, ça aurait dû être les Alliés qui allaient gagner. Mais le nombre ne suffit pas pour gagner une guerre. Il y a d'autres paramètres. Et le nombre était essentiellement dû à quoi? Dû au fait que l'armée russe comprend entre 4 et 5 millions de soldats, mais ce sont des soldats mal équipés, avec des fusils de mauvaise qualité, des canons de mauvaise qualité, alors que les Allemands, eux, ils ont les canons de la dernière génération. Les Allemands, en plus, étaient très bien organisés. L'état-major avait un plan très élaboré. L'armée allemande était très mobile. Bonne logistique également. Donc vous voyez que la quantité ne suffit pas. Il faut également avoir la qualité. Il faut non seulement avoir le nombre d'hommes, mais il faut avoir un équipement militaire adéquat. Il faut avoir une bonne stratégie et être bien encadré au niveau d'état-major et au niveau des officiers. C'est ça qui fait gagner une guerre. Hein? Bon. Les tanks n'interviendront d'ailleurs que pendant la guerre. En début de la guerre, vous pouvez vous dire que tout le monde, la cavalerie, c'est vraiment les gens sont à cheval. Hein? Vous pouvez vous dire qu'on parle encore de cavalerie à l'heure actuelle dans l'armée, mais en fait, il n'y a plus de cavalerie. Les gens ne vont plus. Il n'y a plus des charges de cavalerie comme il y en a eu, même encore après la Première Guerre mondiale, quand les Polonais ont envahi la Russie. Après 1918, hein, ce sera fini. La Deuxième Guerre mondiale, il n'y a plus des tanks. Il y a encore quelque chose, vous savez, mais enfin, tout ce qui est déterminant, ce sont les tanks. Hein. Ce ne sont plus les chevaux, bien entendu. Et alors, pour revenir au rapport de force en 1914, pour le comparer avec celui de 1918, les Allemands, bien équipés, tout ce que je vous ai dit, bien organisés, armés solides, en face des Russes, qui, eux, constituent le maillon faible de l'armée des Alliés. Même chose pour les Ottomans. Hein. Ils sont armés par les Allemands, mais ils constituent un petit peu le maillon faible du côté des empires centraux. C'est la même chose. Et donc, ça s'équilibrait, autrement dit, en 1914. Il y avait un équilibre. Il y avait 180 divisions du côté des empires centraux, du côté des Alliés, 120 du côté des empires centraux, mais ça s'équilibrait quand on mettait dans la balance à la fois les aspects qualitatifs et quantitatifs. Maintenant, en 1918, il y a une différence quantitative majeure. C'est l'arrivée d'1 million de soldats américains qui étaient bien équipés, hein, bien organisés. En 1918, de plus, les Alliés vont réaliser qu'il est nécessaire d'avoir un commandement unique. Et c'est ainsi que le maréchal Foch, un Français, va prendre la tête de toutes les armées alliées, donc du front occidental, hein, parce que du côté du front oriental, il n'y a plus personne. Hein. Donc il va se trouver à la fois à la tête d'une armée qui comprend des Français, des Anglais, des Américains, même des Italiens. Et ça va permettre effectivement d'avoir une stratégie commune. Les armées ne vont plus combattre en ordre dispersé. C'est évident qu'ils avaient beaucoup de relations précédemment. Enfin, ici, il y a un commandement unique. C'est un petit peu comme pour la Deuxième Guerre mondiale. Il y a Eisenhower, bon, les commandants en chef de toutes les armées alliées au moment du débarquement. Ça facilite évidemment grandement les choses, les opérations. Et c'est ainsi que, à partir du mois de juillet, on peut dire que les jeux sont pratiquement faits à partir de la fin du mois de juillet 1918. D'autant plus que, successivement, les Turcs, les Bulgares, les Austro-Hongrois vont signer des armistices séparés de l'Allemagne dès le mois d'octobre. Les Allemands se retrouvent donc seuls sur le terrain en 1918, et c'est ainsi que
le fameux 11 novembre à 11 heures, un armistice est signé entre les Allemands et le haut commandement allié. Vous avez vu que, vous aurez remarqué que je ne me suis pas attaché à l'histoire bataille. J'aurais pu vous parler en 1914, à partir du mois de septembre, de la bataille de la Marne, le fameux taxi qui ont transporté les soldats français de Paris vers le front de Champagne. J'aurais pu vous parler de la bataille de la Somme, j'aurais pu vous parler du chemin des Dames, etc. Je ne l'ai pas fait. J'aurais pu vous parler également de la bataille des Dardanelles sur le front oriental, les Franco-Anglais qui se font repousser par les Turcs. Je n'ai pas insisté non plus sur toutes les opérations au Proche-Orient. J'aurais pu vous parler également du légendaire colonel Lawrence, qui va rassembler autour de lui les tribus arabes pour s'opposer aux Turcs. Volontairement, j'ai essayé de me retenir à l'essentiel pour ne pas me perdre dans comment dirais-je, dans l'événement et pour me limiter aux grandes lignes de cette Première Guerre mondiale. Maintenant, il s'agit de faire le bilan de cette guerre. Alors, on va essayer de faire le bilan, c'est-à-dire d'abord voir sur le plan économique, puis sur le plan politique, et enfin sur le plan moral, parce que dans les causes, j'avais énoncé cette cause psychologique, je crois qu'elle est importante aussi au lendemain de la Première Guerre mondiale. Tout d'abord sur le plan économique. Les infrastructures de la Belgique et du nord de la France sont vraiment détruites. La Belgique a beaucoup plus souffert pendant la Première Guerre mondiale que pendant la Seconde. Parce que pendant la Première Guerre mondiale, il y a vraiment une guerre qui a duré chez nous. La Belgique continue à être en guerre, je vous ai dit que du côté de l'Isère, nos soldats continuent à se battre sur notre territoire contre les Allemands. Les Allemands, il faut savoir qu'une grande partie de nos infrastructures ferroviaires ont été détruites pendant la guerre 14-18. Les industries aussi, elles ont été démantelées au profit de l'Allemagne. Tandis que pendant la Deuxième Guerre mondiale, après 18 jours, ça a été terminé pour les Belges. La campagne du mois de mai 1940. Ce qui veut dire que la Belgique était envahie début mai, le 10 mai 40, et à la fin du mois de mai, tout est fini. Autrement dit, les Allemands occupent la Belgique pour 4 ans, pour un peu plus de 4 ans, mais rien n'a été démantelé. Il y a eu le service du travail obligatoire, il y a beaucoup de travailleurs belges qui ont été travaillés en Allemagne, etc. On n'a pas démantelé l'industrie belge. Il y a eu des collaborateurs, il y a eu des réquisitions. On verra dans un chapitre ultérieur. Également, au niveau des pertes militaires et civiles, la Première Guerre mondiale était beaucoup plus douloureuse pour la Belgique que la Seconde. Donc, premier aspect sur le plan économique. Destruction que je viens de dénoncer. Du point de vue démographique, maintenant, je vais vous dire qu'il y a eu entre 9 et 10 millions de morts. Et autant de blessés, de mutilés. Donc ça veut dire des victimes, les victimes sont très nombreuses. Alors, la pyramide des âges va être fortement marquée, je dirais, pour 80 ans. C'est seulement maintenant que disparaissent les gens, les derniers survivants, je dirais, de ceux qui sont nés pendant la Première Guerre mondiale. On a beaucoup parlé depuis quelques jours de sœur Emmanuelle. Elle était centenaire, elle avait 99 ans, elle est née en 1908. Donc elle avait 6 ans, si je calcule bien, en 1914. Ce sont bon, voilà. Mais donc vous devez vous dire que la pyramide des âges est affectée pendant les 80 ans qui suivent, en tout cas, puisque l'espérance de vie a fortement augmenté dans le courant du XXe siècle. Concrètement, vous allez avoir une pyramide des âges en forme de violoncelle. Vous n'aurez pas la pyramide des âges classique des pays du tiers-monde, vous avez une base très solide, et plus on va vers le sommet, moins il y a de gens. Nous avons de plus en plus une pyramide des âges rectangulaire, puisque les naissances ne renouvellent qu'à peine, et même pas, la mortalité, et donc on se retrouve pratiquement chez nous avec une sorte d'obus, si vous voulez, vous êtes bien d'accord. On vit de plus en plus vieux, il y a de moins en moins, la population, les jeunes sont peu nombreux par rapport aux gens qui ont plus de 65 ans. Et c'est le gros problème des pensions qui se pose pour les 30 ou 40 ans qui viennent d'ailleurs.
puisqu'il n'y aura plus assez de gens actifs pour payer les pensions ultérieurement. Donc nous, on a une pyramide des âges en obus, hein, la pyramide des âges classique, comme en Égypte, là, voilà, comme la pyramide égyptienne, ça c'est dans le tiers-monde, mais alors là, vous allez avoir une pyramide en violoncelle. Pourquoi? Parce qu'il y a peu d'enfants qui vont naître en 1914-18, parce que tous les hommes sont à la guerre, et que je sache, pour faire des enfants, il faut être deux. Ça va? Alors, il y a beaucoup de soldats qui meurent, et il y a beaucoup de soldats qui sont faits prisonniers aussi. Donc, par conséquent, la mortalité est beaucoup plus importante chez les hommes que chez les femmes, et il y a une mortalité très importante chez les hommes entre 18 ans et 45 ans, qui est l'âge où l'on combat, mais qui est aussi l'âge où l'on fait des enfants. Donc, si vous mettez en même temps ces deux phénomènes ensemble, mortalité très importante chez les jeunes, les hommes jeunes, de 18 à 45, âge où on fait les enfants, ben c'est ce qui explique qu'il y aura, après la Première Guerre mondiale, beaucoup de veuves, d'une part, et beaucoup de filles hein, qui ne trouveront pas de mari. Ben oui, il y aura beaucoup trop de femmes sur le marché, excusez-moi l'expression matrimoniale, hein, que d'hommes. Ben oui, hein, il faut quand même penser à ça d'un point de vue démographique, c'est quand même important. Et c'est ce qui explique que quand on se retrouve 20 ans plus tard, 22 ans plus tard, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Donc vous voyez que le rétrécissement démographique, le peu d'enfants qui sont nés entre 14 et 18, eh bien c'est ces peu d'enfants-là qu'on va retrouver en 40-45 comme soldats. Ça va? Et donc cette pyramide, vous allez la voir deux fois en creux, hein, c'est pour ça que je parle de violoncelle, parce que vous allez avoir un phénomène un petit peu semblable en 40-45. C'est ce qui explique cette pyramide avec ces deux creux. Voilà. Donc il faut avoir bien ça en tête, parce que c'est important, c'est quand même la population qui travaille, qui permet de faire fonctionner l'économie. Hein? Voilà. Mais, après 1918, comme toujours après les guerres, c'est la période de construction, c'est positif, on trouve de l'emploi. Mais il y aura des crises dans les années 20, 1921, 22, 23, puis il y aura la crise de 29. Hein. Mais ça, je vous en parlerai dans un autre chapitre. Hein, en soi, ça mérite d'être étudié en soi. Hein. Alors maintenant, les conséquences diplomatiques. Sur le plan territorial, enfin, sur le plan diplomatique, tout va être discuté dans une conférence qui se tient à Paris entre janvier et juin 1919. On trouve à la conférence de la paix 4 personnages qui dirigent le monde un petit peu à cette époque-là. C'est d'une part le président des États-Unis, Wilson, le Premier ministre français, Clemenceau, le Premier ministre britannique, Lloyd George, et le Premier ministre italien, Orlando. Et ce sont eux qui vont reconfigurer l'Europe et redessiner la carte de l'Europe sur base des principes énoncés par le président Wilson dans une de ses fameuses déclarations, hein, sur base du principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Dorénavant, ce ne sera plus comme au Congrès de Vienne ou en 1815, on s'était basé sur 2 principes. Je vous rappelle, le principe de légitimité et le principe de compensation et d'équilibre. Ici, non. Il va y avoir, on va redessiner la carte de l'Europe, l'Europe centrale en particulier, sur base de l'usage des langues et de la volonté des peuples d'être avec telle ou telle population. C'est ainsi que va naître l'État tchécoslovaque, ce sont les Slaves du nord de l'Empire austro-hongrois, l'État yougoslave, ce sont les peuples des Slaves du sud de l'Empire austro-hongrois, la Serbie existait déjà. La Transylvanie, elle va être annexée par la Roumanie, puisqu'en Transylvanie, on trouve une grande population essentiellement roumanophone, je cherche le mot, mais on trouve aussi des populations hongroises minoritaires, enfin qui ont été sacrifiées à ce moment-là, parce que les Hongrois se trouvaient du mauvais côté de la barrière au moment de la signature des traités. Là, on va créer un nouvel État, la Pologne, qui avait disparu vers 1794 au moment de la Révolution française, à la suite de 3 partages successifs entre la Prusse, l'Autriche et la Russie. Et la Pologne va être créée sur base d'une partie de l'Allemagne, une partie de la Russie et une partie de l'Autriche-Hongrie. Voilà. Et donc cette nation polonaise, qui s'était soulevée à plusieurs reprises au XIXe siècle dans des élans nationalistes, ils ont
ils ont souffert de notre révolution en 1830. Hein. Parce que ce qui s'est passé, ou plutôt nous en Belgique, nous avons bénéficié de la révolution en Pologne en 1830. S'il n'y avait pas eu la révolution en Pologne en 1830, eh bien, la Sainte Alliance, qui était cette association de souverains absolutistes en Europe, aurait conduit à l'écrasement, vraisemblablement, de la révolution belge. Parce que les Russes, s'ils n'avaient pas été occupés en Pologne, ils seraient venus jusqu'en Belgique hein, pour écraser la révolution. Il y avait des accords, si vous voulez. Donc la Sainte Alliance, c'est un petit peu l'équivalent de l'OTAN, enfin, c'est un peu anachronique ce que je dis maintenant, mais c'était une alliance militaire qui avait idéologique et sociale et politique pour écraser toute tentative de révolution en Europe. Voilà, donc des États nouveaux apparaissent, il va y avoir encore d'autres modifications territoriales, je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors maintenant, on va voir quels sont les traités qui ont été signés. Alors il y a un premier traité qui est le traité le plus connu de tous, c'est le traité de Versailles entre les Alliés et l'Allemagne. Dans ce traité de Versailles, il y a 4 clauses au moins que vous devez connaître. La première, c'est la perte de territoire de l'Allemagne en Europe. L'Alsace et la Lorraine retournent à la France. La Belgique va même avoir une petite compensation parce qu'elle va annexer ce qu'on appelle les 3 cantons rédimés, les 3 cantons de l'Est, Eupen, Saint-Vit et Malmedy. Une partie de ce qu'on avait appelé les Sudètes, hein, qui va poser un gros problème en 1938, est annexée à la Tchécoslovaquie. L'Allemagne, qui formait un seul bloc depuis la frontière belge jusqu'à la frontière russe, va être scindée en 2. Il y aura un gros bloc qui constitue ce que j'appellerais maintenant l'Allemagne actuelle, et puis un deuxième bloc plus petit qu'on appelle la Prusse orientale, qui maintenant fait partie essentiellement de la Pologne. Et entre les deux Allemagnes, il y aura un couloir qui permet à la Pologne d'avoir accès à la mer Baltique. C'est ce qu'on appellera le couloir de Danzig. Alors Danzig, ce sera une ville libre, un petit peu, je dirais, comme Monaco, voilà, et qui posera problème, hein, évidemment, dans les années 30. Voilà, je vous ai dit l'essentiel sur le plan européen. Maintenant, l'Allemagne perd également des territoires dans le monde. Elle perd toutes ses colonies. Le Togo et le Cameroun passent à la France. Il y a une petite partie qui part également à l'Angleterre, enfin, pour simplifier. Le Tanganyika devient colonie britannique et associé au territoire de Zanzibar devient la Tanzanie. Et enfin, le sud-ouest africain, que l'on appelle maintenant la Namibie, devient un protectorat sud-africain. L'Afrique du Sud est un dominion britannique, mais qui faisait partie du Commonwealth depuis 1901, sauf erreur de ma part. L'Allemagne voit son armée réduite à 100 000 hommes, qui ne peuvent avoir que des activités de police intérieure. Donc elle ne peut pas être opérationnelle sur un champ de bataille. Elle perd son aviation militaire. Elle ne peut garder que son aviation civile. Mais les avions, vous savez, en 14-18, ce sont des coucous. Hein. Voilà, hein, vous avez vu, c'est avec 2 ailes, c'est quasiment du papier. Hein, donc, ce sont des petits avions. Rien à voir avec les avions de la Deuxième Guerre mondiale, où là, vous avez des bombardiers. Rien à voir. Hein, l'aviation va faire de très très grands progrès entre 1920 et 1940. L'Allemagne est tenue également à verser de lourdes indemnités aux pays qui ont souffert, la Belgique et la France en particulier. L'Allemagne ne pourra pas rembourser ses dettes parce qu'il va y avoir une crise, une dépréciation, enfin, on parlera de tout ça plus tard, en particulier du Deutsche Mark en 1922-23, faire qu'à un moment donné, on va pouvoir acheter un pain, il faudra des millions de Deutsche Mark, on devait venir presque avec des brouettes, suite à la dépréciation de la monnaie. Et puis bon, il y a différents plans de réajustement de la dette qui finalement ne seront pas appliqués, il y aura la Deuxième Guerre mondiale entre-temps. Voilà donc la situation pour l'Allemagne. Oui, elle perd également des îles dans le Pacifique, Samoa, la Nouvelle-Guinée, donc elle perd des îles de ce côté-là aussi.
Et là, au profit de qui? Au profit soit des États-Unis, soit du Japon. Donc le Japon est rentré en guerre uniquement avec l'intention vers la fin, d'annexer des îles du Pacifique. Alors, je poursuis. Deuxième traité, à côté du traité de Versailles, il y a le traité de Saint-Germain-en-Laye. Tous ces traités sont signés dans des châteaux qui se trouvent autour de Paris. Alors là, c'est entre la République autrichienne et d'autre part les Alliés. En effet, l'Autriche-Hongrie avait éclaté, la Tchécoslovaquie, je vous ai dit, fort monétaire en tant que telle. L'Autriche devient une république, l'empereur doit abdiquer et part à Funchal, à Madère, où il meurt en 1921, c'est Charles Ier qui avait succédé en 1916 à son oncle, à son grand-oncle même, François-Joseph. Et l'Autriche, elle perd de nombreux territoires que je vous ai cités tout à l'heure. Elle perd la Galicie, qui devient polonaise, elle perd l'État tchèque, qui va être associé à la Slovaquie, elle perd la Slovénie. Quant à la Hongrie, elle va signer un traité à Trianon. Trianon, c'est ce château qui se trouve dans le fond du parc de Versailles. Et à Trianon, la Hongrie perd la Transylvanie au profit de la Roumanie, la Croatie au profit de la Yougoslavie, la Bosnie-Herzégovine qui était un condominion, c'est-à-dire un protectorat qui était austro-hongrois, donc à la fois autrichien, à la fois hongrois, passe également à la Serbie. La Hongrie perd également la Slovaquie. Voilà, je crois avoir fait le tour des territoires perdus par la Hongrie. Donc la Hongrie, qui était un grand État, devient un petit État, le petit État que nous connaissons maintenant d'Europe centrale. Je passe au traité suivant. Il y a le traité de Neuilly. Alors le traité de Neuilly, c'est un traité entre les Alliés et la Bulgarie. La Bulgarie va perdre sa fenêtre vers la mer Égée, c'est-à-dire la Thrace, qui va être annexée par la Grèce. Enfin, dernier traité, c'est le traité de Sèvres, entre les Alliés et l'Empire ottoman, parce qu'on ne parle pas encore de Turquie à ce moment-là, il faudra attendre encore quelques années, et l'Empire ottoman doit céder à un certain nombre de territoires. Déjà le Dodécanèse, ce sont 12 îles qui se trouvent au sud-ouest de l'Anatolie, au profit de l'Italie. Et alors elle perd énormément de terres, enfin presque tous ces territoires au Proche-Orient. La Syrie, la grande Syrie, qui comprend le Liban, devient un protectorat français. L'Irak, que l'on appelait encore à l'époque la Mésopotamie, la Transjordanie, que l'on appelle la Jordanie tout court, et la Palestine, qui deviendra un jour Israël, deviennent protectorats britanniques. Quant aux territoires qui se trouvent à l'ouest et à l'est de l'Arabie, c'est-à-dire la région du Hejaz, en particulier à l'ouest, qui comprend donc la Mecque et Médine, ces villes étaient ottomanes. La côte de ce que nous appelons maintenant l'Arabie saoudite sur la mer Rouge était ottomane avant la Première Guerre mondiale, jusqu'en 1918, deviennent saoudiennes. Il y a une dynastie qui s'installe à ce moment-là, qui crée l'État saoudien avec Ibn Saoud, qui était un souverain wahhabite, donc ce sont des fondamentalistes islamistes. Même chose pour la côte orientale, où là, des émirats vont être créés. Avant, ces régions-là appartenaient à l'Empire ottoman. Je pense à Bahreïn, à Qatar, au Koweït, aux Émirats arabes unis. Entendu? Voilà. Alors, je crois... là, c'est, comment dirais-je, les protectorats français britanniques au Proche-Orient, qui permettent, entre guillemets, au peuple arabe de devenir indépendants, mais ils ne le seront vraiment qu'après la Deuxième Guerre mondiale, une fois qu'ils seront passés du statut de protectorat vraiment à l'indépendance, a été faite à l'occasion de ce qu'on appelle les accords Sykes-Picot. Picot, c'était le négociateur, le diplomate français, Sykes, c'était le diplomate britannique. Voilà, donc là, je vous ai expliqué quelles étaient, je dirais, la nouvelle carte de l'Europe et du Proche-Orient en
à partir de 1920, je dirais. En 1920 est également créé un organisme qui est l'ancêtre de l'ONU, c'est la Société des Nations, qui a son siège à Genève, qui tient une assemblée générale au moins une fois par an, mais qui, manquant de moyens, ne pourra pas vraiment atteindre ses objectifs. Et lorsque, par exemple, l'Éthiopie sera envahie par Mussolini en 1935, le blocus contre l'Italie ne va faire que radicaliser Mussolini au lieu de le faire lâcher prise. À l'époque de la Société des Nations, il n'y a pas encore de casque bleu, et la Société des Nations n'est qu'une ébauche de ce que deviendra l'ONU à partir de 1945, après la conférence de San Francisco. Voilà. Alors, dernière conséquence morale, et je vais terminer avec ça. Conséquence morale, c'est que toute une génération, en particulier les jeunes, ont été fortement marqués par les événements qu'ils avaient vécus, pour les survivants qui avaient vécu la guerre. Ils vont être profondément marqués, et comme souvent, au lendemain d'une période pénible et difficile, les gens s'évadent dans le rêve, dans la folie, un petit peu. Penser à ce qui s'était passé au lendemain de la terreur, au lendemain de 1794, au lendemain de Robespierre et de Danton, après qu'il y ait eu des dizaines de milliers de gens qui soient fait guillotiner. C'est l'époque du directoire, c'est l'époque des merveilleux, c'est incroyable, les gens s'habillent un petit peu follement. Ça s'était passé au lendemain de la mort de Louis XIV, en septembre 1715, l'époque de la Régence, c'est l'époque de la folie aussi, liberté des mœurs. Eh bien ici c'est la même chose. À partir de 1919, 1920 suivante, il y a un courant qui va apparaître, qui va naître, qui était déjà apparu pendant la guerre, en Suisse. La Suisse étant restée neutre, c'est le dadaïsme. Le dadaïsme est un courant d'écrivains qui à un moment donné, et d'artistes qui, cherchant un nom à un courant, se sont dit, eh bien, comme ils étaient des fantaisistes, ils vont dire, on va donner à notre mouvement le nom que nous allons trouver en ouvrant le dictionnaire. Ils ont ouvert le dictionnaire, ils sont tombés sur le mot dada. Voir un dada, c'est-à-dire envie. Et ils ont appelé le courant le dadaïsme. Ça va ? Je vous ai dit que le dadaïsme était également, je crois que c'est à vous que j'ai expliqué ça, le milieu dans lequel avait évolué également, le dadaïsme se développe à Zurich, qui est la ville où justement Einstein élabore sa théorie de la relativité restreinte plus générale. On peut se poser des questions également si le rêve n'a pas joué un rôle. Ce dépassement de la réalité pour inventer cette théorie physique. Mais vous avez également un courant qui est issu du dadaïsme, c'est le surréalisme. Et le surréalisme, on le trouve aussi bien en littérature qu'en peinture. En littérature en France, avec André Breton, qui publie en 1924 son premier manifeste du surréalisme, le second manifeste date de 1932. Et vous avez également, dans le domaine de qui va donner plus tard des Boris Vian, etc., c'est certainement après la Deuxième Guerre mondiale, mais dans le domaine de la peinture, ce mouvement va être très prolifique. Il va donner lieu à Salvador Dali. Vous connaissez les montres molles, tout cet univers qui renvoie au rêve et qui va renvoyer chez nous en Belgique à René Magritte et à Paul Delvaux. Voilà, j'ai dit.